nous poursuivons nos travaux cet après-midi en recevant le groupe TF1. J'accueille donc Madame Julie Burguburu, secrétaire générale du groupe TF1. Bonjour Madame. Madame Valérie Languille, directrice générale adjointe des relations humaines et de la RSE. Bonjour Madame. Madame Laure Bézot, secrétaire générale de l'information de TF1. Bonjour. Monsieur Fabrice Bailly, directeur des programmes et acquisitions du groupe TF1 et président de production. Bonjour monsieur. Madame Nathalie Toulza Madar, directrice générale de TF1 Film Production, bonjour. Et monsieur Julien Godin, cofondateur du label Play2, filiale musicale du groupe TF1, bonjour. Comme vous le savez, notre commission d'enquête cherche à faire la lumière sur les violences commises contre les mineurs et les majeurs dans le secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle vivant notamment. Vous représentez le groupe audiovisuel privé en clair, pas en chair du tout, en clair. Ce lapsus. Donc, en clair, le plus ancien et un acteur majeur de l'audiovisuel français avec 9 chaînes, donc 5 en clair, mais aussi une plateforme de streaming. Vous possédez également plusieurs filiales de production et de distribution. Vous intervenez bien sûr également dans la publicité, mais aussi dans le spectacle vivant avec Play2, TF1 Spectacle et la scène musicale. Et nous y reviendrons probablement eu égard à l'actualité. Votre champ d'activité recouvre presque parfaitement celui très large de notre commission d'enquête. Nous avons souhaité vous entendre afin que vous puissiez nous faire part de la façon dont, en tant qu'entreprise, vous gérez les faits de violence, qu'ils soient internes au groupe, nous avons tous en tête l'affaire PPDA, ou qu'ils concernent directement votre activité. Je pense ici aux acquisitions d'œuvres et de programmes, et à leur diffusion, mais aussi aux spectacles que vous produisez, ou qui concernent vos partenaires économiques, notamment producteurs. En tant qu'entreprise cotée, il est clair que le sujet ne peut pas laisser indifférent au regard du risque réputationnel que de tels faits peuvent engendrer, mais vous nous en parlerez. Je rappelle que cette commission est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1h30, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à allumer votre micro, à lever la main droite, à dire « je le jure », à éteindre votre micro et à le faire successivement. Je vous remercie. Je le jure. 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 Jure. Merci beaucoup. On vous laisse la parole pour un propos liminaire. Allez-y, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Le groupe TF1 est un acteur central du paysage médiatique français et européen et notre ambition s'étend aujourd'hui à l'ensemble de la francophonie. Il se compose évidemment, comme vous l'avez précisé, de la chaîne TF1 qui reste la première chaîne privée d'Europe, mais aussi de 4 autres chaînes de la TNT, TMC, LCI, TFX et TF1 Série Film, 2 chaînes payantes, et également de notre filiale Newen, un des premiers acteurs européens de la production, ainsi qu'une filiale d'activité musicale, Play2. Pour en rester aux chaînes de la télévision, 51 millions de Français sont en contact chaque semaine avec nos programmes. Et nos rendez-vous d'information rassemblent plus de 10 millions de personnes quotidiennement. Ce sont enfin déjà plus de 35 millions de streamers qui se rendent chaque mois sur notre plateforme TF1+. Soyez assurés que nous avons pleinement conscience des responsabilités liées à la puissance du groupe et à la place que la télévision conserve dans les foyers français. Et à ce titre, nous sommes aujourd'hui à votre entière disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions sur le sujet essentiel dont traite votre commission. Je suis pour ma part arrivée au sein du groupe TF1 comme secrétaire générale en janvier 2023, il y a donc presque 2 ans. Le secrétariat général couvre un champ large qui englobe des fonctions telles que les affaires juridiques, les affaires institutionnelles et réglementaires ou encore la compliance du groupe TF1, mais également de ses filiales. Et pour vous présenter le groupe et la manière dont il avance sur les sujets de violence, notamment sexuelles et sexistes, je suis accompagnée des 5 personnes que vous avez mentionnées, et donc je ne vais pas répéter leurs noms, titres et qualités pour lesquels ils sont avec nous aujourd'hui. C'est donc à plusieurs titres que nous allons nous exprimer. Tout d'abord comme média. Notre offre d'information est parmi les plus larges et cela correspond à un investissement de plus de 140 millions d'euros par an. Avec le lancement de la matinale en janvier dernier, nous avons recruté 70 personnes supplémentaires, dont 30 journalistes.
Plus de 700 personnes travaillent au quotidien pour proposer sur nos différentes antennes et plateformes une information sérieuse et fiable, et Laure complétera et développera ces sujets liés à l'information. Le groupe est également un acteur central du financement et de l'exposition de la création française. Notre contribution au financement de la création représente 25% de notre chiffre d'affaires, ce qui correspond à près de 400 millions d'euros. Nous sommes fiers de proposer de nombreux programmes engagés qui contribuent indéniablement à donner de la visibilité au débat de société et notamment à celui des violences. Fabrice évoquera notamment les grandes fictions proposées en prime time sur TF1 et Nathalie le volet cinéma. Nous sommes convaincus que les histoires que nous exposons contribuent à faire avancer la prise de conscience sur ces sujets et à faire évoluer les comportements. Nous allons également témoigner et répondre à vos questions comme employeurs. Notre groupe compte près de 3000 collaborateurs avec des professions et des activités très variées. Cette qualité d'employeur, nous y sommes très attachés. Je laisserai Valérie vous présenter les différents dispositifs mis en place ces dernières années. Voilà à grands traits ce que représente aujourd'hui le groupe TF1. Mais ce groupe a une histoire. Les faits révélés remontent à des années qui nous paraissent lointaines dans le temps, mais aussi loin du groupe dans lequel je suis entrée, même si elles ne le sont pas pour les victimes, et nous en sommes tous conscients. Nous répondrons évidemment aux questions que vous pourrez avoir sur ces années-là. Le groupe TF1, comme vous pourrez le constater, a étape par étape renforcé ses procédures et la circulation de l'information sur les différentes plateformes dans un dialogue permanent avec ses salariés et en s'inspirant des réflexions et propositions du secteur. Comme vous le présentera Valérie, nous avons choisi de proposer un large panel d'interlocuteurs et de dispositifs à même de traiter de ces sujets pour que celles et ceux qui souhaitent être entendus puissent avoir le choix. Le nombre de cas déclarés augmente. C'est à la fois la démonstration que les dispositifs fonctionnent, mais aussi que la parole se libère. Vous avez évoqué dans les auditions précédentes les spécificités de notre secteur des médias et des industries culturelles, la notoriété, les enjeux d'image et de rapport à l'apparence physique, les fausses proximités, les tournages, l'entre-soi, les enjeux financiers colossaux des projets, la pression du temps, la précarité de certains. Ces éléments ne sont pas propres à l'audiovisuel et aux industries culturelles, même si, indéniablement, et comme l'évoquait Raphaël Baquet lors d'une précédente audition, les faits dans ce secteur sont beaucoup plus médiatisés et visibles. Ces contraintes et spécificités, au contraire, nous poussent à faire davantage. Vos travaux ont déjà permis de mettre en lumière beaucoup des difficultés, mais surtout des complexités que nous rencontrons maintenant dans la conciliation et l'arbitrage entre les principes qui nous guident, et au premier rang desquels la protection de nos salariés et collaborateurs, le recueil de la parole et l'instruction de ces affaires, sans affaiblir la présomption d'innocence dans le respect du travail de la justice lorsqu'elle est saisie, et l'intégrité de ce travail collectif que constituent les œuvres de création. Nous sommes ici pour parler de la libération de la parole des victimes, de la sanction des auteurs et des dispositifs pour que ces violences cessent. Ce que Valérie va vous exposer maintenant représente les premières étapes d'un chemin collectif qui retrace ce que nous considérons non comme des obligations de moyens, mais bien des obligations de résultats, notamment en ce qui concerne la prévention. Je peux témoigner que ces sujets sont portés au plus haut niveau chez TF1 par son PDG, Rodolphe Belmer, mais également au niveau du groupe Bouygues, qui impose une dynamique de progression élevée sur ces sujets. Soyez donc certains de notre engagement. Merci beaucoup. Bonjour Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. J'ai rejoint le groupe TF1 il y a 2 ans en tant que directrice des ressources humaines et de la RSE. Le groupe TF1 est un groupe aux valeurs sociales et humaines extrêmement fortes qui fait du respect de l'épanouissement de ses collaborateurs une de ses priorités. Le groupe est particulièrement engagé en faveur de l'égalité professionnelle et de la place des femmes dans l'entreprise. Ces engagements sont portés au plus haut niveau du groupe par son PDG Rodolphe Belmer et son COMEX qui est paritaire, mais également, comme évoqué par Julie, par le groupe Bouygues. Toutes nos instances managériales sont paritaires. Nos salariés sont à la fois des techniciens de plateau, des journalistes dans les rédactions et sur le terrain, des commerciaux au sein de la régie, des spécialistes du digital, des systèmes d'information, des conseillers artistiques, etc. Et ils travaillent soit dans la tour TF1 à Boulogne, mais également sur les terrains de guerre ou sur de nombreux plateaux de tournage. Bref, nous devons appréhender tous ces profils, les accompagner, les protéger contre toutes les formes de violence, qu'elles soient physiques ou mentales. En tant qu'employeur responsable, notre mission est donc de garantir un environnement respectueux
inclusif et protecteur au sens large. La lutte contre les violences sexuelles et sexistes s'inscrit dans ce cadre. Elles impliquent 4 niveaux d'implication et d'action différents: la prévention, l'écoute, le traitement des signalements et l'accompagnement des victimes. Premier niveau, la prévention. Elle passe notamment par des formations. Dès fin 2020, nous avons déployé une formation mixité et stéréotypes auprès de 500 collaborateurs. Et depuis fin 2021, 91% des CDI ont été formés par un e-learning obligatoire. Ça représente 2400 collaborateurs formés. Et cette formation est obligatoire pour tous les nouveaux arrivants au sein du groupe. Des ateliers de prévention sont également mis en place à destination des managers et sont régulièrement déployés. Et enfin, une formation complémentaire, harcèlement et agissement sexiste, d'une journée, a été déployée pour former tous nos référents CSE, référents d'entreprise et membres de la DRH. Mais la prévention passe aussi par des actions de sensibilisation régulières à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles de l'ensemble de nos équipes. On met en place des ateliers régulièrement avec un dispositif qui s'appelle Une heure avec, qui consiste à inviter une personne extérieure, spécialiste des sujets, pour échanger avec les salariés, notamment autour de ces sujets. Et soucieux d'accompagner tous les collaborateurs, nous accordons une importance forte à affirmer nos engagements et à communiquer auprès de l'ensemble de nos collaborateurs très régulièrement et par divers canaux et supports de communication. Le socle de toutes ces actions est déployé partout dans toutes nos sociétés et maintenant on déploie progressivement auprès des intermittents et sur tous nos sites délocalisés pour avoir des dispositifs homogènes partout. Le deuxième niveau d'implication concerne la mise à disposition de moyens pour faire remonter les témoignages. Notre objectif est de proposer un maximum d'actions pour permettre aux personnes qui souhaitent témoigner d'avoir le choix du vecteur le plus approprié à leurs besoins et à leur situation pour s'exprimer en toute confiance. Différents dispositifs sont donc accessibles, des interlocuteurs RH qui ont tous été formés, les représentants du personnel, une plateforme d'alerte qui peut se faire également de manière anonyme, les services médicaux du groupe. Depuis le 1er janvier 2019, 16 référents harcèlement, violences et harcèlement sexiste et sexuel ont été désignés et formés spécifiquement au sein de toutes les entités du groupe. Troisième niveau d'implication. Libérer et protéger la parole ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle soit entendue. C'est pourquoi nous sommes très attachés à traiter efficacement et rapidement les signalements via une procédure très précise. Je vous en donne le détail. En cas de signalement, une phase de préqualification des faits s'ouvre avec la direction des relations sociales et la direction des affaires juridiques. Si l'examen des faits conduit à l'ouverture d'une procédure, une commission d'enquête est composée de 3 personnes désignées. Le référent harcèlement de l'entreprise, le référent harcèlement du CSE et un représentant de la DRH, ou en cas de conflit de l'un d'entre eux, un représentant d'une société spécialisée externe est intégré à la commission. L'enquête a lieu impérativement sous 3 semaines, avec une semaine complémentaire pour rédiger les conclusions. La restitution peut alors conclure soit des actions RH si un problème a été observé, soit des sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement si les faits sont constitués, ou un classement sans suite si les faits ne sont pas avérés. Très concrètement, en 2022, il y a eu 2 enquêtes pour harcèlement moral ou sexuel et agissement sexiste. 7 en 2023 et 9 en 2024 à ce jour. 6 d'entre elles se sont conclues par des sanctions, 3 mises à pied et 3 licenciements. Comme l'évoquait Julie, l'augmentation du nombre d'alertes démontre que les dispositifs fonctionnent et les sanctions que nous n'hésitons pas à prendre illustrent notre exigence en la matière. Enfin, dernier élément, au-delà de la procédure et du traitement des témoignages, il est important d'accompagner les collaborateurs et collaboratrices concernés. Nous mettons à disposition des dispositifs de soutien psychologique accessibles soit via le service de santé au travail de TF1, soit une ligne d'écoute spécialisée, ouverte 24 heures sur 24,
et ainsi que la ligne d'écoute audience. Et encore depuis 2014, nous avons mis à disposition une plateforme Allo Discrim qui permet aux salariés de recevoir des conseils juridiques sur ces sujets. Donc beaucoup d'actions ont été menées, mais nous avançons avec humilité et nous avons à cœur d'améliorer nos dispositifs et d'être à l'écoute des salariés. C'est pourquoi nous évaluons très régulièrement ces dispositifs avec une enquête interne anonyme auprès de nos collaborateurs. Je vous donne juste 2 chiffres. 95% des collaborateurs estiment aujourd'hui que le groupe TF1 est activement engagé contre le sexisme ordinaire et 82% des femmes pensent que les salariés sont traités équitablement, contre 60% des femmes en 2022, mais contre 95% des hommes en 2024. Donc il reste un petit écart. Nous progressons, mais c'est une démarche d'amélioration continue. En conclusion, je souhaiterais évoquer un sujet qui a été souvent abordé à l'occasion d'auditions précédentes, les temps festifs. Notre groupe a été confronté récemment à un tel cas. Un salarié occupant des fonctions de direction a eu un comportement dénoncé comme inapproprié pendant une soirée. Il a été mis à pied dès le lundi matin, le temps qu'une enquête soit réalisée par un prestataire extérieur et indépendant. Les faits ayant été confirmés, il a été licencié. Nous avons conscience que ce sujet des temps informels entourant les horaires de travail, mais dans un environnement qui reste professionnel, peuvent poser problème. Nous travaillons d'ailleurs actuellement à des actions de communication interne systématiques pour rappeler à nos collaborateurs que les valeurs, les règles, les comportements applicables dans l'entreprise le sont également dans le cadre de ce temps hors entreprise, mais en lien avec l'environnement professionnel. Merci. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur Bailly. Il faut que vous éteigniez votre micro, madame Langui. Ouais. Madame la présidente, monsieur le rapporteur, je suis directeur des programmes et acquisitions du groupe TF1 depuis 2016, en charge notamment à ce titre des acquisitions de droits. Je suis également président de TF1 Productions depuis 2019. Je vais profiter de cette rapide introduction pour évoquer notre engagement en tant que média. Comme l'a évoqué Julie, nos programmes rencontrent des audiences massives et le slogan du groupe « Les Français ensemble » doit également prendre son sens avec un sujet aussi difficile que celui des violences. À la programmation des antennes du groupe TF1, nous sommes évidemment intimement convaincus de la gravité du problème des violences sexuelles et sexistes qui touchent toute la société française. L'audiovisuel n'est pas épargné. Cette prise de conscience ne date pas d'aujourd'hui, et cela fait des années que nous abordons ce sujet dans nos programmes et notamment dans nos fictions. Dès janvier 2015, nous diffusions la fiction unitaire L'Emprise, l'histoire vraie d'Alexandra Lange qui, en mars 2012, avait été accusée du meurtre de son mari qui l'avait battue et torturée durant les 17 années de leur mariage. Elle avait finalement été acquittée. L'Emprise a réuni près de 10 millions de téléspectateurs. En octobre 2018, nous diffusions Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi, avec l'actrice Muriel Robin. Là aussi, une histoire de violence conjugale et de légitime défense. Plus de 8 millions de personnes ont été au rendez-vous. Nous avons aussi traité du sujet du féminicide dans Le Mystère d'Aval, diffusé en septembre 2022, inspiré du tristement célèbre fait divers. Nous sommes convaincus que ces œuvres de fiction contribuent à la mise en lumière des violences conjugales. Nous avons également abordé le sujet des violences sexuelles dans le milieu du sport, et notamment sur des mineurs, avec 2 fictions, Service volé et Le Colosse aux pieds d'argile, diffusés en 2021 et 2023. Dernier exemple, en octobre 2023, avec une soirée dédiée au sujet de l'inceste. Une fiction portée également par Muriel Robin, Les yeux grands fermés, inspirée là aussi d'une histoire vraie. Il nous semble important qu'à travers ces fictions, tout ou presque basées sur des affaires réelles, nous puissions informer et sensibiliser un large public, donner la parole aux victimes, provoquer le débat et faire évoluer les comportements. Le groupe TF1 propose également des feuilletons quotidiens qui permettent, avec la spécificité de leur programmation, de créer un lien et un attachement particulier avec ces personnages. Les feuilletons quotidiens permettent ainsi de faire passer des messages importants dans le domaine des violences, qu'elles soient psychologiques ou physiques, et notamment les violences sexuelles et sexistes. Ces feuilletons touchent un public plus jeune et créent du dialogue au sein des foyers. Nous apportons une attention toute particulière aux messages portés dans ces feuilletons et échangeons régulièrement avec les auteurs sur les thèmes abordés dans nos intrigues et la façon dont ils sont traités. Le grave sujet du viol a ainsi été abordé à 2 reprises dans Demain nous appartient.
À chaque fois, la question de la reconstruction des victimes y était centrale, avec notamment un élan commun de nos personnages pour que la honte change de camp et que la parole des victimes soit respectée. Dans cette série, nous avons également abordé le sujet de l'emprise et de la violence conjugale. Dans Ici tout commence, autre feuilleton quotidien qui se déroule dans un institut de formation des jeunes adultes, nous avons traité le sujet des agressions homophobes, du harcèlement, de son amplification via les réseaux sociaux, ainsi que de l'abus de pouvoir dans les relations professeurs-élèves. Chaque fois, nous avons veillé, en collaboration avec les producteurs et les auteurs, à ce que les situations reflètent la vérité, la réalité, et espérons donner des clés pour aider les victimes à faire face. Le groupe TF1, au-delà de la fiction, propose également une programmation riche de magazines et de documentaires. Nous avons traité de nombreux cas de féminicide et de violences faites aux femmes en s'attachant à chaque fois aux témoignages des familles et des proches des victimes. Sur les sujets des violences conjugales, ce sont les victimes elles-mêmes qui ont témoigné. Dans le magazine Quotidien, nous abordons très régulièrement ces sujets, soit par l'intermédiaire de chroniques telles que celle de Maya Mazoret, de décryptages sociétaux avec des journalistes spécialistes de la libération de la parole des femmes, au sujet de violences sexuelles et sexistes, mais aussi d'invités. Je prendrai pour seul exemple Judith Godrèche, présente à plusieurs reprises sur l'émission, est venue apporter son témoignage sur le sujet du consentement dans le milieu du cinéma. L'engagement du groupe nous conduit également à soutenir des projets qui ont du sens. Nous allons diffuser après-demain le concert enregistré le 27 novembre dernier et organisé par la Fondation des femmes, intitulé Nos voix pour toutes, qui est un grand show solidaire organisé afin de dénoncer et de lutter contre les violences faites aux femmes. Je vous le recommande, c'est une belle initiative portée par la Fondation des femmes et de très nombreuses associations engagées. Et on salue ici Anne-Cécile Maillefer, la présidente valeureuse de la Fondation des femmes. Pardon, parce que le temps file. Est-ce que c'est possible d'aller un tout petit peu plus vite? D'accord, moi je vais plutôt résumer alors ma dernière partie si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Nous avons également choisi d'aborder le sujet des violences faites aux femmes dans certaines de nos émissions emblématiques de première partie de soirée, comme Danse avec les stars, où par exemple on avait chorégraphié à plusieurs reprises la chanson N'insiste pas, notamment avec Adeline Tognuti qui a pu témoigner de sa douloureuse expérience dans une émission à forte visibilité. Puis je crois que ça a été évoqué dans le cadre d'une autre audition sur la télé-réalité. Nous avons diffusé dans l'émission quotidienne de la Star Academy, actuellement à l'antenne, une séquence où 3 élèves évoquent et se moquent de certains aspects de la masculinité toxique. Ça nous paraissait d'autant plus important de cette émission qui s'adresse à un public très jeune. Il n'y a pas d'omerta sur le sujet, sur nos antennes, mais au contraire, comme le montrent ces nombreux exemples, une volonté d'affronter la réalité de ces violences et de leur donner une audience importante auprès du grand public. Depuis que j'occupe ces fonctions à la direction des programmes et à la présidence de TF1 Productions, je constate qu'il n'y a pas non plus d'omerta sur les violences qui peuvent survenir dans nos murs et sur nos plateaux et sur ceux de nos partenaires. Nous échangeons depuis plusieurs années avec eux sur ces sujets. Cela favorise une prise de conscience commune et la mise en place de cadres efficaces. Chaque nouveau cas fait l'objet d'une mobilisation collective, donne lieu à une appréciation sur la base de l'ensemble des éléments en présence. Nous apprenons en marchant et allons collectivement poursuivre cet apprentissage. Cette commission est une opportunité de partager nos pratiques, nos questionnements, nos difficultés, pour appréhender cette réalité complexe et protéiforme, sans fatalité, mais avec réalisme et surtout humilité. Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce que vous aviez prévu de... Oui. Donc, 5 minutes. Pardon ? 5 minutes. Ah oui, même moins. Très bien. Attendez. Le micro fonctionne, oui. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, je fais partie du groupe TF1 depuis 17 ans en tant que directrice générale de TF1 Film Production et directrice générale déléguée de TF1 Studio. Je vais témoigner aussi devant vous de notre engagement. Les équipes du groupe TF1 ont conscience de l'ampleur et de la gravité des violences sexuelles sexistes et du harcèlement dans notre société, dans le secteur audiovisuel et particulièrement du cinéma dont je vais vous parler. Cette commission d'enquête est nécessaire afin d'aborder ces sujets avec toutes les parties prenantes. Nous devrons nous assurer que les actions de prévention et les actions correctives qui ont été mises en place, surtout, sont les bonnes, ou identifier les mesures complémentaires nécessaires dans l'objectif que tous les agissements soient sanctionnés, que les violences cessent.
Les filiales de production cinématographique de TF1 bénéficient de l'impulsion globale du groupe TF1 sur ces différents sujets, avec l'établissement d'une politique éthique très ambitieuse, avec notamment la mise en place de formations internes dont a parlé Valérie, en complément de la formation obligatoire dispensée par le CNC dans le cadre des VHSS. Nous saluons d'ailleurs l'engagement du centre sur ce sujet et espérons qu'au-delà des dernières annonces, son rôle prescripteur sera encore renforcé. TF1 Film Production est une filiale du groupe TF1. Elle a préfinancé 17 films français et européens par an en moyenne sur les 3 dernières années au titre de l'obligation de préfinancement du cinéma du groupe TF1 qui s'élève à 3,5% de son chiffre d'affaires, soit un peu plus de 40 millions d'euros en 2024. Ce préfinancement permet à TF1 Film Production de bénéficier du statut de coproducteur, mais minoritaire. C'est-à-dire généralement, on est dans un financement qui est entre 15 et 30% du film. La contribution de TF1 Film Production est essentiellement financière et nous ne contribuons que marginalement au processus créatif. Nous ne sommes notamment pas associés directement aux étapes de tournage et de production qui sont assurées par le producteur délégué. Le préfinancement de TF1 Film Production est conditionné par la livraison d'un film qui doit être conforme au scénario et aux éléments artistiques qui ont été initialement présentés. Sa capacité de contrôle, notamment sur les tournages, est par conséquent limitée. Nous choisissons avec soin les projets auxquels nous participons et nous n'hésitons jamais à faire remonter nos remarques sur les scénarios aux producteurs délégués, surtout quand nous estimons par exemple que le traitement des personnages féminins n'est pas en adéquation avec les valeurs populaires et familiales qui sont celles du groupe TF1. Autre casquette de mon activité, TF1 Studio, qui est une filiale de Newen, qui est une société de production intégrée au groupe TF1. Sa mission est de coproduire et distribuer des œuvres cinématographiques pour le groupe TF1, mais également pour les autres acteurs du secteur. Les investissements sont effectués sous forme d'apport en coproduction et du minimum garanti, respectivement en échange d'une part minoritaire de propriété de l'œuvre qui est entre 10 et 15%, et des mandats de distribution dont TF1 Studio partage systématiquement l'exercice avec un tiers. En 2024, TF1 Studio a assuré la sortie de 4 films. Jusqu'en 2024, TF1 Studio contribuait de façon variable au processus créatif selon les projets, mais n'était jamais associé directement aux étapes de tournage et production, qui relevaient de la responsabilité du producteur délégué. Et depuis cette année, nous endossons également le rôle de producteur délégué, et nous avons assuré en partenariat la production des délégués de 2 films, Regarde et Natacha, presque hôtesse de l'air, qui est un film qui est très important pour nous, puisqu'en fait, c'est un film avec un budget de plus de 15 millions d'euros, qui est réalisé par une femme, produit par des femmes et avec une héroïne féminine. C'est un film que nous accompagnons également avec TF1 Film Production. Les premières révélations MeToo concernaient le cinéma. Nous intervenons chez TF1 à un titre particulier en notre qualité de diffuseur et producteur et porteur de valeurs familiales et fédératrices. Les travaux de cette commission auront contribué à faire un arrêt sur image et à nous imposer de regarder tous ces sujets de façon factuelle et de constater que nous avons encore du chemin à parcourir tous collectivement. C'est fini. Merci. Monsieur Gaudin. Bonjour à tous. Alors, je représente la société Play2, donc à une position un petit peu singulière dans l'écosystème TF1. Nous sommes une jeune société créée en 2016 avec mon associé Sébastien Duclos. Le groupe TF1 nous a rejoints en 2017 et on est devenu l'actionnaire de référence et contrôlant. Et la société Believe, spécialisée dans la distribution de musique, nous a également rejoints de manière minoritaire en 2022. Nous avons 2 principaux métiers. D'une part, la production musicale. Nous accompagnons les productions phonographiques de chanteurs et musiciens, à 90% francophones. Des artistes dits installés, tels que Gaëtan Roussel ou Raphaël, par exemple, mais aussi des jeunes artistes en développement, comme actuellement l'artiste Carbone, le chanteur Carbone, ou la jeune chanteuse Linda. D'autre part, nous opérons la production de spectacles vivants. Nous accompagnons en 2024 environ 1000 concerts ou spectacles dans des esthétiques assez diverses. Ça peut être des concerts avec notamment des artistes comme Indochine, MC Solar, Slimane ou Lara Fabian. Des spectacles musicaux, comme le spectacle musical Molière, actuellement en tournée, ou le ballet Mon premier lac des cygnes au théâtre Mogador. Des expériences aussi live, dites nouvelle génération, comme l'expérience immersive Toutankhamon en ce moment aux Galeries Montparnasse, ou alors les rencontres de e-sport de l'équipe française Carmine Corp. Nous sommes donc une société de production très généraliste. Nous employons en 2024 une 50aine de permanents.
La prévention des risques de violence dans nos lieux de travail est un enjeu majeur pour notre société et j'y suis personnellement extrêmement attentif. Nous agissons pour que Playtoo soit à la pointe dans le déploiement des outils de prévention, d'abord évidemment pour nos collaborateurs, prestataires et artistes, avant tout, mais c'est aussi une exigence attendue que nous devons à toute une nouvelle génération d'artistes qui nous attendent en tant que leurs partenaires au même titre que notre performance professionnelle. Vous me permettez ? Madame Bézot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Je suis donc journaliste depuis 1995 et secrétaire générale depuis 2018 pour la direction du groupe TF1. Je travaille auprès du directeur de l'information et des équipes qui fabriquent les contenus d'information pour les éditions de TF1, les JT, la matinale, les magazines, la chaîne info LCI et les équipes du digital de l'info, soit, comme le disait tout à l'heure Julie, environ 700 collaborateurs, dont la moitié de journalistes, les autres et occupant des fonctions que vous trouvez dans les médias audiovisuels et numériques d'information. Je suis aussi responsable des relations avec les agences de presse qui contribuent à nos contenus correspondants de TF1 en région ou à l'étranger. La mission du secrétariat général de l'info se résume à faire en sorte que les ressources dont nous disposons, et notamment les ressources humaines, soient utilisées à bon escient, en répondant bien sûr aux objectifs stratégiques, éditoriaux, mais aussi bien sûr dans le respect du cadre juridique et social. Si nous ne sommes pas ici pour parler spécifiquement de déontologie et d'éthique, pour autant, ces démarches sont aussi au cœur de l'engagement de toutes nos rédactions et j'y veille aussi particulièrement. J'ai débuté ma carrière en tant que journaliste. Cela fait une quinzaine d'années que je travaille dans l'encadrement des médias d'information audiovisuelle. L'encadrement, cela implique de repérer des personnalités très différentes, complémentaires, de faire en sorte qu'elles travaillent ensemble dans le respect des uns et des autres, grâce à la meilleure organisation possible. Pour répondre aux impératifs du quotidien, nous devons gérer ce qui est prévisible et imprévisible dans nos locaux et sur tous les terrains, même les plus sensibles, avec toujours la même exigence et le même esprit de responsabilité. Dans les équipes de l'information de TF1 se côtoient des collaborateurs de tout statut, majoritairement en CDI et en CDD, mais aussi stagiaires, pigistes, intermittents ou prestataires. Nous ne pouvons en négliger aucun. Cette responsabilité est partagée par l'ensemble des managers de la direction. Pour les accompagner, je peux témoigner que nous travaillons en proximité avec la RH. C'est l'une des spécificités du groupe TF1. Nous sommes en effet responsables du respect des règles RH et des accords d'entreprise, de la gestion du temps et de la charge de travail et de la sécurité des collaborateurs. À ce titre, je suis invitée régulièrement à dialoguer avec les représentants du personnel. Nous communiquons aussi largement avec les équipes de l'info sur les outils mis en place au sein du groupe TF1 évoqué par Julie et Valérie. La question de la qualité de vie au travail fait partie des critères d'évaluation des collaborateurs et plus spécifiquement de leurs managers. À la direction de l'info, nous avons institué des rendez-vous réguliers avec les chefs de service, les rédacteurs en chef, pour favoriser notamment la communication et la remontée de toutes les informations qui concernent nos équipes. Nous dialoguons aussi avec les SDJ, les sociétés de journalistes. Et concernant plus spécifiquement la lutte contre le harcèlement, les violences au travail, la lutte contre les comportements sexistes, nous rappelons régulièrement l'existence de canaux d'échange pour témoigner ou dénoncer tout comportement inapproprié. Nous avons également 2 référentes pour les rédactions de TF1 et de LCI. Elles sont journalistes, contribuent à ce titre à la production de contenus d'information. Elles sont présentes au cœur des rédactions, elles sont volontaires, formées, engagées, mobilisées pour faire acte de pédagogie, de conseil, d'écoute en cas d'éventuelles alertes. Par ailleurs, je voulais aussi préciser que nous avons mis en place spécifiquement pour les journalistes dont l'image ou le nom apparaît sur nos antennes ou sur le digital, une procédure intitulée « Violence en ligne et cyberharcèlement » avec la RH, la direction de la sécurité et bien sûr la direction juridique, ainsi qu'un programme de formation spécifique pour ces personnes. Nous avons aussi monté des programmes de formation pour appréhender les situations violentes sur le terrain, cette fois, pour les journalistes, les reporters, mais aussi les images violentes qui sont éditées par les journalistes, les monteurs ou les documentalistes. Je voudrais terminer ce propos en rappelant que
nous sommes engagés en tant que diffuseurs de contenu d'information sur les questions de violence, cette fois dans la société, ou encore la lutte contre les stéréotypes et la nécessité de donner la parole à toutes les femmes, victimes, mais aussi expertes, et que nous proposons régulièrement des enquêtes sur les violences qui existent parfois dans certains milieux professionnels. Je termine par un rappel, notre travail éditorial, le renouvellement de notre management, sa féminisation, l'intégration de nouvelles générations plus sensibles et engagées sur ces sujets de violence et sur la qualité des relations professionnelles constituent un moyen de faire progresser les consciences, de faire évoluer les comportements individuels, collectifs, au sein des rédactions du groupe TF1 et dans la société. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci pour ce propos liminaire. On va enchaîner sur les questions. Est-ce que tu veux commencer ? Alors, Erwan Balanant, rapporteur de la commission, après j'enchaînerai sur je vais commencer. Je pense qu'on aura beaucoup de questions, évidemment. Déjà, vous avez rappelé toute la vision que vous avez, les efforts que vous faites et le souhait aussi d'avoir des programmes qui soient en rapport avec, j'ai envie de dire, notre temps, l'évolution de la société et puis un certain nombre d'évolutions aussi de ce qu'on tolère ou de ce qu'on ne tolère plus. Mais vous nous avez dit aussi que vous aviez, malgré cela, c'est Monsieur Bailly, des difficultés. Ça vous arrive et c'est peut-être ce à quoi il faut qu'on regarde un certain nombre de sujets. Vous avez... alors, on a plein de questions. Alors, je ne sais pas par où commencer, mais je vais commencer peut-être par la question qui est celle qu'on a le moins abordée dans la commission d'enquête. Je vais laisser un peu le cinéma pour l'instant de côté, même si dans votre rôle d'acheteur, entre guillemets, de films, et plutôt parler, pour commencer, d'aller sur la question du spectacle vivant et sur des sujets que vous pouvez avoir avec spectacle vivant, que je vais mettre assez large, parce que entre la question des émissions que vous produisez, des spectacles que vous produisez, mais aussi les émissions qui sont du spectacle vivant, et je pense aux émissions musicales que vous avez. Ces émissions, elles ont des producteurs qui ne sont pas nécessairement directement dans votre giron. Est-ce que vous déléguez une partie de la production? C'est une première question. Et vis-à-vis de ces producteurs, autres que votre société, est-ce que vous avez des clauses contractuelles sur la question des VHSS? Je vous pose la question parce qu'on sait aujourd'hui que dans le cinéma, il y a des obligations de formation de tous les producteurs. Et aujourd'hui, dans ce milieu-là, spectacle vivant, il ne me semble pas qu'il y ait cette date d'obligation. Donc, est-ce que, à ce titre, vous avez une vigilance particulière pour éviter un certain nombre de situations? Et comme on sait qu'il y en a eu, on reviendra sur quelques situations qui ont existé ensuite. Monsieur Bailly. Alors, je vais englober un petit peu dans ma réponse, si on n'y voit pas d'inconvénient, à la fois les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, pour dire les choses et vous en parler de manière assez large. Je rappelle juridiquement, nos entités qui préfinancent ces œuvres cinématographiques et audiovisuelles n'en ont pas la responsabilité de bonne fin. Nous ne sommes pas à l'initiative du développement des histoires des castings en responsabilité pour contrôler les conditions de production, mais nous en assumons les différentes décisions. Dans ce cadre, nous veillons attentivement à sensibiliser les producteurs délégués de ces œuvres au strict respect des règles dans le cadre de nos relations avec eux et notamment au sein de nos contrats. Nos rappels à la loi, à travers ces clauses, montrent à nos producteurs l'importance de ces sujets à nos yeux. Nous soutenons également la conditionnalité des aides du CNC au suivi d'une formation spécifique dans ce domaine. Nous avons depuis plusieurs années intégré dans l'ensemble de nos contrats de coproduction et de préachat d'œuvres aidés par le CNC une clause retranscrivant les obligations du CNC et prévoyant un engagement bilatéral à respecter les obligations légales de prévention du harcèlement sexuel et à mettre en œuvre des mesures propres à y mettre un terme et à le sanctionner. Je ne vais pas vous citer les articles en question, mais cette clause a récemment été étendue à nos contrats de préfinancement d'œuvres audiovisuelles non aidées par le CNC. Et indépendamment de ces clauses, nous savons que nombre de nos producteurs partenaires
font de nombreuses formations qui vont au-delà de celles prévues par le CNC et aussi ont renforcé leurs clauses contractuelles avec leurs sous-traitants en matière justement de VHSS. Merci. Alors peut-être pour juste une précision sur votre présentation, Madame Langui, vous aviez dit que vous aviez sanctionné un salarié qui avait eu des gestes ou des comportements déplacés lors d'un temps festif. Est-ce que ce temps festif avait lieu à l'intérieur de l'entreprise? Est-ce qu'il était dans le cadre de l'entreprise ou pas? Ça, c'est une première question. Et après, moi, j'ai une autre question, mais sur l'image véhiculée par vos programmes. Alors, comment tu veux faire? C'est quoi les questions à suivre? Moi, j'avais, comme tu veux. Attends, juste la précision peut-être sur ça, puis après, on enchaîne sur le reste. Monsieur Bailly, il faut que vous éteigniez votre micro. Excusez-moi. Donc oui, pour répondre à la question sur le temps festif, dans ce cas particulier, c'était lié à l'entreprise, mais en dehors des locaux de l'entreprise, qui était une fête d'entreprise. Monsieur le rapporteur, et après... Oui, juste pour rebondir aussi sur la question des clauses contractuelles que vous pouvez avoir, vous nous avez parlé de chartes, je crois, ou pas de chartes, ou de règles que vous rappelez à vos... Madame Langui, de règles que vous rappelez à vos collaborateurs sur l'extra-professionnel, en réalité. Je voulais savoir si sur les personnalités de la chaîne qui sont en visibilité, est-ce qu'il y a des clauses contractuelles particulières sur ces sujets-là, qui seraient des clauses peut-être éthiques ou de leur rappeler que quelque part ils ont un engagement aussi d'image par rapport à vous, employeurs. Alors, il y a deux choses. Pour répondre à votre question sur les donc j'ai oublié le terme de les présentateurs, et donc nous avons des clauses pour la plupart, notamment de rappel d'obligation de suivre, de respecter le code éthique et le code et le règlement intérieur. Sur la plupart de nos tournages qui sont les plus nombreux en termes d'intermittents, de comédiens, au sein de notre société Newen, ils ont des clauses dans leur contrat, et à chaque démarrage de tournage, il est rappelé les règles en termes de comportement, d'engagement de la part du groupe en la matière, et des annexes sont associées aux feuilles de service. Tout le monde en même temps. Madame Bézot, Monsieur Bailly, vous avez le micro. On va profiter de cette allumage de micro et ensuite Madame Bézot. D'accord, entendu. Non, je voulais rajouter en second lieu qu'on a généralisé les clauses de sensibilisation et d'engagement de la part des participants sur ces sujets, avec par exemple ce qu'on appelle une clause image et réputation vis-à-vis des animateurs et des talents, qui vise, je cite, tout agissement et ou comportement et ou propos à même de contrevenir aux engagements du groupe TF1, contraire à la loi et aux bonnes mœurs, notamment toute forme de harcèlement moral ou sexuel, de discrimination ou tout autre comportement tendant à placer une personne en situation de détresse ou portant atteinte à sa dignité. Ça, c'est une clause qu'on a généralisée dans tous nos contrats. Le manquement à cette clause peut, selon les contrats, conduire à l'adoption de mesures correctives, au réaménagement du contrat, voire à la résiliation et au versement de dommages et intérêts. Ok. Madame Bézot. Je voulais préciser aussi un élément qui concerne la direction de l'information de TF1 et plus spécifiquement la chaîne Info LCI, puisque nous avons des contrats avec des éditorialistes chroniqueurs, des contrats de prestation. Et donc depuis 2019, nous avons aussi déployé une clause dite image et réputation pour ces intervenants à l'antenne, et qui sont aussi au sein des rédactions au moment où ils viennent sur nos antennes, et au terme de laquelle nous rappelons le cadre éthique du groupe TF1, et nous exigeons de ces intervenants une exemplarité de comportement, mais aussi de propos à l'antenne. Monsieur le rapporteur, une dernière question là-dessus, et après on passe à un autre sujet. Oui, Monsieur Bailly, sur les clauses et donc sur les contrats, alors je sais qu'on est dans du droit privé, qu'on n'a pas les mêmes
possibilité que si vous étiez en France 2. Mais est-ce que vous pourriez nous fournir un de ces contrats anonymisés? Parce que la clause contractuelle sur les dommages et intérêts nous intéresse de savoir comment vous l'avez écrite et sur quel fondement juridique elle pourrait être un exemple pour nous, pour continuer notre réflexion. Donc je sais que c'est délicat pour moi de vous demander un contrat, mais si vous aviez un contrat type anonymisé, nous serions assez preneurs. Et comme vous le dites que c'est pour tous vos vos collaborateurs, évidemment, vous pouvez prendre un contrat où on ne trouverait pas qui c'est, évidemment. Je pense que vous pourriez trouver ça. Merci. Alors on passe peut-être à un autre sujet. Vous l'avez évoqué, l'image a de l'importance et ce que vous diffusez évidemment par vos canaux a de l'importance. Vous nous avez cité plein d'exemples de programmes que vous avez produits ou diffusés et qui tendaient à faire prendre conscience de l'importance des violences faites aux femmes et aux mineurs. Moi, il y a un des programmes que vous diffusez qui, pour moi, est un des programmes qui véhicule un regard, qui joue plus exactement sur le regard sexiste de la société, sur les biais sexistes de la société. C'est le programme 4 mariages pour une lune de miel. Alors, je m'explique un tout petit peu là-dessus parce que, en fait, dans ce programme, ce sont des femmes mariées qui sont en concurrence, qui critiquent ouvertement les cérémonies des autres, etc. Et en fait, je trouve que vraiment, ça fait appel à tous les ressorts inconscients du sexisme que l'on peut avoir, c'est-à-dire la concurrence des femmes entre elles qui se crêpent le chignon, qui se critiquent l'une l'autre, et derrière, les hommes sont quasi absents de cette affaire, très en arrière, et regardent avec amusement tout ce qui se passe. Et en fait, je voulais savoir si ça, par exemple, vous aviez une réflexion là-dessus, parce que pour moi, ça véhicule vraiment une image très discriminante, en fait. Absolument, Madame la Présidente. En fait, le 4 mariages pour une lune de miel, c'est un programme qui est à l'antenne sur TF1, puis sur la chaîne de la TNT TFX depuis 10 ans. Bon, je voudrais signaler juste qu'il n'y a eu aucune réaction particulière de l'ARCOM depuis sa mise à l'antenne. Mais oui, non, mais je voulais juste le signaler, mais je comprends parfaitement votre question. Le programme a beaucoup évolué depuis sa création, dans un climat et un ton plus bienveillant qu'auparavant. On a récemment introduit un regard extérieur, qui est celle de la wedding planeuse, Élodie Vilmus, qui permet de compenser ou de prendre du recul par rapport à certaines remarques. Et ce que je voudrais dire aussi sur 4 mariages pour une lune de miel, c'est un programme qui est très inclusif, body positif, au casting des plus diversifiés, en âge, en catégories socio-professionnelles, en origine, en culture et orientation sexuelle. Ok, tu veux enchaîner là-dessus, Erwan? Sur les questions relatives à la télé-réalité. Il y a une décision de la Cour de cassation de 2009. Les candidats de la télé-réalité sont employés par le producteur, c'est-à-dire qu'il y a un contrat de salariat. Là aussi, est-ce qu'on pourrait avoir un contrat type de ces candidats salariés candidats, je ne sais pas comment on peut les appeler, avec cette particularité. Alors, la Cour de cassation et notre droit a souhaité protéger les candidats sur des aspects évidemment financiers, mais il y a un autre aspect qui a peut-être été un peu moins, il y a peut-être un angle mort, c'est que à partir du moment où ils sont salariés, ils ont aussi un lien de subordination avec la production. Et donc, est-ce qu'ils ont toute leur liberté de choix par rapport à la tenue de l'émission, par rapport au fait de pouvoir abandonner l'émission quand ils le veulent. Et c'est pour ça qu'un contrat type serait souhaitable, parce que souvent dans ces émissions de télé-réalité, enfin de ce qu'on en a, nous, on trouve parfois que
il y a des tensions qui sont mises sur les candidats et candidates qui ne sont pas toujours, en réalité, qui sont justement très éloignés de la réalité professionnelle et de la vraie vie. Et donc, peut-être que si vous pouviez nous transmettre des contrats, ça serait intéressant. Et j'ai juste une question pour rester sur la télé-réalité. En 2018, lors d'une émission Koh-Lanta, vous l'avez arrêté du fait d'une accusation d'agression sexuelle. Quelle procédure a été suivie pour aboutir à cette décision? Quels ont été les accompagnements financiers, psychologiques qui ont été justement offerts aux employés qui étaient employés et candidats? Alors je vais essayer d'être assez rapide parce que c'est une vaste question. Déjà, je voudrais signaler que nous ne produisons pas, nous, le groupe TF1, d'émissions de télé-réalité. Comme ça a été... Par exemple, sur 4 mariages et une nuit de miel, c'est pas vous qui produisez? Non, c'est le groupe ITV qui produit 4 mariages pour une nuit de miel. Comme cela a été rappelé à l'occasion d'une précédente audition, toutes les télé-réalités ne se ressemblent pas. Comme le soulignait Raphaël Baquet dans cette même enceinte, dans la Star Academy par exemple, ou bien dans Secret Story, le clash est interdit. Bien au contraire, la production de ces émissions insiste sur les valeurs de respect et de bienveillance qui doivent structurer les relations entre les participants. Les candidats sont sensibilisés en ce sens et doivent signer une charte avant de participer. On collabore aujourd'hui avec les producteurs pour nous assurer qu'ils sont particulièrement vigilants sur la production, en particulier sur les castings de ce type d'émission. Sur la Star Academy, sur Secret Story par exemple, chaque candidat voit un psychologue et un psychiatre. Des engagements éthiques forts sont demandés à tous les participants et salariés. Des référents harcèlement sont présents. Un brief oral est effectué avant chaque démarrage de saison et des systèmes de contact permanents avec des membres de la production existent sur ces programmes. Il est très clair aujourd'hui que tout comportement perçu comme inapproprié, provoquant un malaise, doit être immédiatement signalé, écouté et traité avec sérieux et fermeté. Il nous est arrivé d'exclure des candidats suite à des comportements que nous avions jugés inappropriés sur des émissions, même s'ils avaient un comportement même inapproprié pendant le tournage de cette émission, hors de l'enceinte de l'émission. Au global, le cadre mis en place par nos producteurs partenaires est destiné à réduire le plus possible les risques de VHSS et le cas échéant à permettre aux victimes de s'exprimer, aux responsables des productions de réagir avec célérité. Ce que je peux vous dire aussi concernant la question de ce qui s'est passé sur le tournage de la saison 19 de Koh-Lanta. Je vais vous donner les faits dans leur précision. En fait, durant la nuit, une candidate a déclaré auprès d'une équipe de tournage qu'elle s'est sentie agressée sexuellement et a décrit ce qu'elle a vécu. L'équipe a prévenu le producteur qui s'est rendu immédiatement sur place. La première mesure, ça a été isolement immédiat de la candidate, encadrement, dialogue, prise en charge par le médecin. Le candidat incriminé a été lui aussi isolé de son côté. Il y a eu interview des autres candidats par le médecin. Les autres candidats étaient choqués. Le diagnostic a été une inaptitude psychologique à poursuivre sereinement l'aventure. Et parallèlement à cela, dans un temps très peu décalé, réunion à TF1 avec la production pour partager la situation, envisager les différentes solutions, et la décision a été d'annuler le tournage. Toutes ces étapes se sont déroulées en 15 heures. Et l'élément déterminant de la décision, c'était le bien-être des candidats. Ok, merci. Toujours sur... tu voulais continuer sur la télé-réalité? Ouais, ou... c'était les réalités spectacle vivant, donc vas-y, puis je continue. Parce que moi, après, je voulais enchaîner sur Miss France, alors vas-y. Ouais. C'est moi qui dois prendre le micro, pardon. Petite question très pragmatique ou triviale. C'est quoi le poids économique de la télé-réalité pour chez vous? Enfin, Votre micro. Pardon, excusez-moi, décidément, pardon. Ouais. Le poids économique de la télé-réalité, vous voulez dire par exemple en pourcentage du coût de grille ou en pourcentage d'investissement, etc. Ça, franchement, j'ai pas les éléments là.
Oui, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais, et c'est pas une facilité de rhétorique. C'est vrai, enfin voilà, toutes les théâtralités ne se ressemblent pas. S'agissant de leur poids financier au sein du groupe TF1, j'ai pas le chiffre avec moi, je suis désolé, mais Ok, oui. Attendez, Je voulais juste vous dire qu'on pourra regarder et vous transmettre éventuellement des indications chiffrées, mais dans tout état de cause, dans le cadre du secret des affaires, on préfère vous les donner par écrit par ailleurs. merci. Et donc, si vous voulez qu'on n'en fasse pas état dans le rapport, il faudra le noter aussi pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Bon, moi, je voudrais revenir sur Miss France. Alors, voilà. Miss France, c'est un programme qui pose plein de questions en matière de représentation des femmes et de ces concours de beauté quand même, qui restent essentiellement des concours de beauté, même si maintenant le concours s'est élargi, qu'elles ont des questions qui dépassent simplement l'aspect physique de leur corps, l'aspect extérieur de leur corps. Mais je voulais quand même, et d'ailleurs et pour moi, la preuve la plus manifeste du fait qu'il y a une représentation, là encore très sexiste de la femme, c'est que finalement, on voit bien que quand il s'agit d'une femme qui soit a la peau noire, soit les cheveux courts, soit, eh bien, elle subit derrière le concours une vague de cyberharcèlement qui parfois peut être d'une intensité extrêmement grave. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, c'est, j'entends que vous ayez fait des documentaires, etc., mais un programme comme ça qui est suivi par autant de téléspectateurs et de téléspectatrices, comment vous faites et comment vous justifiez ça, en fait, encore aujourd'hui ? je voudrais dire, c'est concernant Miss France, quand même, les temps ont changé, la société a évolué concernant ce programme, en même temps que le programme a évolué. Je voulais dire aussi une autre chose quand même, c'est que dès 2017, les Miss prenaient la parole devant un public extrêmement nombreux, vous l'avez rappelé, afin de dénoncer les violences faites aux femmes. Dans un clip diffusé en intégralité, durant la cérémonie, est intitulé « Les Miss se mobilisent contre la violence faite aux femmes ». Miss France, c'est aussi ça. En 2021, Miss Réunion, et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, Miss Réunion prônait dans son discours la diversité culturelle et son engagement pour l'émancipation des femmes et la lutte contre les violences conjugales. Alors oui, une Miss France ayant les cheveux courts a gagné. Oui, une Miss France, il y a eu beaucoup de Miss France issues de la diversité, c'est une très bonne chose. Ces dernières années, je voudrais aussi signaler, et ce sera encore le cas ce mois-ci, samedi prochain, il y a eu à plusieurs reprises des jurys 100% féminins. Donc par exemple cette année, le jury sera présidé par Sylvie Vartan et seront présents dans le jury la championne Marie-Josée Pérec, l'animatrice Christina Cordula, la danseuse Frovoto, l'humoriste Nawel Madani, la pianiste Katia Bouniachivili et l'ex-Miss France Flora Coquerel. J'entends, merci, mais en fait, ça répond quand même qu'à moitié. C'est-à-dire que vous voyez bien que la Miss la dernière qui avait les cheveux courts a subi derrière une vague de cyberharcèlement qui était proprement hallucinante en rapport juste du fait qu'elle avait les cheveux courts, quoi. Enfin, ça pose quand même une question sur ce que véhicule ce spectacle. Et encore une fois, je ne suis pas certain que c'est ce spectacle qui diffuse ce genre d'idées. C'est la réaction par rapport à cela et la réaction par rapport au fait que justement cette femme aux cheveux courts ait pu gagner. C'est plutôt ça qui me gêne, de mon point de vue et de notre point de vue. Oui. Là-dessus, nous nous rejoignons. Oui. Et donc ? Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas le programme qui véhicule ce type de valeur, puisque justement, avec le temps, il évolue. Ce que vous dites, c'est que sinon, elle n'aurait pas gagné avec les cheveux courts. C'est ça que vous dites. Ben oui. Enfin, oui, ça reste quand même un concours de beauté. Oui, oui, bien sûr. Bon, ouais, monsieur le rapporteur. Je vais... Donc, il n'est pas d'équivalent masculin. Oui, voilà, moi, on n'a pas la chance d'avoir un concours de beauté pour les garçons. Enfin, chance ou malchance, je ne sais pas. Non, moi, je voulais revenir... non, je ne sais pas, parce que...
Bah oui, je sais. Enfin, moi, j'arrive pas, pour rien vous cacher, j'arrive pas à avoir d'idées préconçues sur Miss France. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'avoue que mon cerveau n'a jamais réussi à fixer cette question. Je voulais revenir juste sur une affaire assez récente qui correspond plutôt à la société Play2, qui fait partie du groupe TF1. Et d'un chanteur qui est étroitement lié à la chaîne, lauréat en 2016 de The Voice, membre cette année du jury de l'émission The Voice Kids, qui participe au concert des Enfoirés, et il était encore il y a quelques semaines mis à l'honneur dans le cadre de la cérémonie des Energy Music Awards diffusée par TF1. Il était même sur scène et à cette occasion, il s'est vu décerner 2 récompenses. Quand est-ce que le groupe TF1 a-t-il été informé des faits qui lui étaient reprochés et quelle a été votre réaction compte tenu de ses responsabilités d'employeur, donc vis-à-vis de ses salariés, considérez-vous que l'entreprise Play2 a failli en ne suspendant pas la tournée à titre conservatoire? Avez-vous envisagé de ne pas diffuser l'émission The Voice Kids dans laquelle il apparaît? A-t-il été demandé à la personne en question de ne pas se produire sur scène dans le cadre des Energy Awards et de ne pas venir recevoir ces trophées? On l'a vu, ça a été fait dans certaines autres cérémonies, c'est-à-dire l'idée d'invisibiliser ou de ne pas mettre en lumière en tout cas des personnes à qui des faits sont reprochés. Voilà. Comment vous vivez ce genre de situation et qu'est-ce que vous avez est-ce que vous avez mis en place suite à cette histoire malheureuse et à d'autres avant des protocoles de prise de décision, parce que parfois effectivement il faut aller vite. Voilà, c'était ma question. Et comme il y a des plaintes en cours et des affaires en cours, vous aurez noté que je n'ai pas prononcé le nom de la personne. Vous pouvez le faire, c'est comme vous le souhaitez. En tant que producteur du spectacle de cet artiste, je vais commencer la première partie de la question. Et donc, je rappelle effectivement que je serai dans l'impossibilité de rentrer dans le détail spécifique, en tout cas, à cette affaire, pour la judiciarisation qui est en cours. Je peux parler par contre de manière plus générale, comment nous on fonctionne et comment on a pu d'ailleurs fonctionner par rapport à cet épisode-là. De manière générale, vous aurez compris que nous on évolue dans une industrie du spectacle qui est une constellation de TPE et de PME. Donc nous, on est une PME et on profite justement d'avoir TF1 en partenaire justement pour pouvoir être, profiter des outils de process et des outils les plus efficaces sur cette thématique-là. Donc je pense qu'on est relativement, alors je ne sais pas mieux-disant parce que c'est pas forcément le terme, mais je pense qu'en tout cas, on a une volonté en cas d'être le plus efficace possible sur cette thématique-là. Nous, on a démarré en fait les process de développement des dispositifs en janvier 21 et on se base sur les recommandations du CNM et en plus des outils qui nous sont mis à disposition pour le groupe TF1. Donc la prise de conscience de nos équipes, elle est là. Alors, on ne va pas dire qu'on est parfait parce que ce n'est pas le cas du tout, mais la dynamique est bien là. Donc je récapitule très rapidement ce qu'on a de manière en tout cas générique sur nos projets. D'abord, évidemment, la formation des dirigeants, des affichages obligatoires tant dans les locaux de travail fixes que sur les lieux de spectacle, la nomination de référents sur chaque spectacle que nous produisons, la prise de parole systématique désormais devant l'ensemble de l'équipe au lancement d'un spectacle et la réintervention en cours de spectacle selon les besoins, rappelant les actions mises à leur disposition, et des messages de rappel des principes éthiques de la société en matière de VHSS envoyés à l'ensemble des collaborateurs permanents et non permanents, chose qu'on a encore fait il y a encore un mois. Spécifiquement sur, on va dire techniquement, sur ce qu'on a fait sur le sujet que vous avez évoqué, dont je n'irai pas dans la précision par rapport aux actes. Dans les 24 heures qu'on a appris ces faits-là, on a procédé au recueil des témoignages immédiatement. On a accédé sans délai à leur demande de retrait, qui est en fait techniquement une dénonciation anticipée d'un contrat de prestation. C'est un prestataire via contrat. Et c'est à la fin d'une première partie de tournée. Avant le redémarrage de la tournée, nous avons rencontré l'ensemble des corps de métier séparément pour s'assurer qu'ils continuent dans des conditions de travail sereines. La tournée est repartie en janvier pour 70 nouveaux zéniths, sans qu'aucun épisode nouveau nous soit remonté. Donc ça, c'est important parce que
tous les éléments dont on parle ont été relayés par la presse seulement 9 mois plus tard. Donc là, je vous parle de ce qui a été fait concrètement avant qu'il y ait et un dépôt de plainte et un relais presse. Sur la... Pardon. Vous avez eu l'information à quel moment? Excusez-moi. Les faits nous ont été relayés de manière relativement immédiate par les personnes qui se sont senties victimes, que nous, qu'on a rencontrées dans les 24 heures, qui ont demandé le retrait de la tournée. Dans ce cas-là, il n'y avait aucun problème, ils sont partis de la tournée. Ensuite, nous, on a... Mais c'est eux qui sont partis de la tournée. C'est eux qui ont demandé à partir de la tournée, sur lesquels on a accédé à leur demande, sans aucun problème. Et c'est un contrat, c'est un contrat sur lequel il y a une dénonciation. Ils ont continué à être payés, non? Le contrat, en tout cas, il n'y a pas eu de sujet là-dessus. Il n'y avait pas un aspect de sanction ou quoi que ce soit. Ça a fait d'un accord. Excuse-moi. Ma question, elle était plus précise. Comment vous avez réagi? Est-ce qu'à un moment donné, le groupe TF1, l'ensemble du groupe, vous vous êtes dit, mais on arrête tout, on attend, ça peut avoir des conséquences sur notre image importante, ça peut même avoir des conséquences sur la réalisation de certains shows, parce que on a appris que pendant un duo, une fois, le micro était coupé par les techniciens. Les techniciens ont coupé le micro à un des deux interprètes. Enfin, vous voyez que quand on est producteur, par protestation, quand on est producteur de spectacle, on préfère éviter ce genre de bévues et de mésaventures. Et surtout, comment vous faites, vous, en tant qu'employeur, alors pas directement pour certains, mais en tout cas, comment les employeurs des personnes en direct ont pu faire ce qui est leur travail d'employeur, c'est-à-dire protéger les salariés, parce que avoir des salariés qui est la preuve, certains ont souhaité se retirer immédiatement d'une production et donc d'un show, c'est pas rien, donc ça veut dire qu'il y avait des interrogations, voire des craintes, et comment vous gérez ça, et la question elle est surtout qu'est-ce que vous avez comme protocole, parce que vous l'avez bien dit, vous avez une cascade de sous-traitance. Vous avez, le groupe TF1 qui passait des commandes à un producteur. Ce même producteur, derrière, il a d'autres équipes, d'autres prestations. Donc, vous voyez bien qu'on a une chaîne qu'il faut pouvoir gérer, vous, d'un point de vue réputationnel. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je me posais la question de vos contrats, de comment ils sont rédigés. C'est pour ça que j'étais intéressé de voir ces fameux contrats. Et puis, la dernière question, d'un point de vue assurantiel, comment vous faites? On a commencé à regarder sur le cinéma, on essaye de voir comment ça pourrait être un outil, mais comment vous avez, quelles sont les clauses d'assurance par rapport à ce genre de sujet? Parce que l'annulation d'une tournée complète, ça a un coût également. Dans votre question, la première sur notre élément de décision de continuer ou pas continuer, notre première boussole, quel que soit le spectacle, quel que soit le projet, c'est la garantie de protection et de sécurité des équipes artistiques et techniques. Et on a considéré, encore une fois, au moment où on a étudié la situation, qu'on a rencontré l'ensemble de manière séparée tous les corps de métier du spectacle, que ces conditions étaient réunies pour continuer. La deuxième question, alors avant de revenir sur les assurances, l'annulation d'un spectacle, donc, elle doit se gérer aussi de manière collective. C'est comme des sujets qui sont à traiter au cas par cas. Je rappelle que les modèles économiques dans les coproductions de tournée, dans les productions de tournée sont des coproductions avec l'artiste qui est sur scène. Donc c'est comme des décisions qui sont à prendre de manière, encore une fois, on va dire collective. On peut dire. Sur l'aspect des assurances, ça c'est un sujet effectivement qui nous importe. On a des travaux en cours en ce moment avec nos courtiers justement pour voir quels arsenals on peut mettre en place par rapport à nos contrats d'assurance. C'est un chantier qui est vraiment au démarrage et je pense que c'est un chantier qui est plus lié justement à un aspect plus industrie. Alors je ne sais pas si vous rencontrez le Prodis Ecosen dans vos travaux, mais c'est un sujet qui ne peut pas se faire de manière en tout cas microéconomique. Mais du coup, parce que là, c'est vraiment des violences au travail qui sont dénoncées sur le chanteur, sur l'artiste.
sur l'artiste. Donc c'est dans le cadre de la relation de travail très directement. Donc là, ça vous concerne vraiment de manière très directe en tant qu'employeur ou en tant que producteur, enfin, voilà, du diffuseur, les trois d'ailleurs. Et en cela, il y a... comment vous anticipez la prévention des risques? Parce qu'en fait, c'est une prévention des risques là dont il s'agit. Alors, la prévention des risques, on l'anticipe avec les outils qu'on a, nous, à disposition et qu'on développe via le CNM et via les outils de TF1. Donc, de toute manière, cette prévention-là, on a cet arsenal-là qui, pour nous, fonctionne. Donc, c'est de l'information, c'est de la mise à disposition de références sur place. Donc, cette prévention-là, elle existe de manière systématique chez nous maintenant. Et ensuite, au niveau du traitement, quand il y a un problème, alors, nous sommes une petite société, donc nous, on n'a pas de problème tous les jours. Donc ça, effectivement, on pointe du doigt un sujet qui a pris beaucoup de place récemment. Le principe, c'est quand même de préserver une présomption d'innocence tout en préservant en tout cas la garantie de sécurité des oui, mais les deux peuvent être incompatibles sur on a considéré qu'ils étaient compatibles, parce que pour le coup, la plainte est intervenue en novembre. Là, et on parle d'événements qui ont... Donc vous nous garantissez sous serment le fait d'avoir complètement pris toutes les mesures possibles pour que les techniciens et techniciennes ne soient pas, et particulièrement les techniciens, ne soient pas exposés. Et en tout cas, je vous ai énoncé en tout cas ce qu'on avait nous fait pour justement s'assurer qu'on considérait en tout cas que les conditions étaient réunies. Et vous n'avez eu aucune intervention pour faire pression sur les techniciens? Aucune intervention. Alors, et puis le sujet Vita, pour moi, enfin excusez-moi, je ne parle pas mais sur le spectacle à côté, sur la coupure du micro en question, c'est quelque chose que je nie, parce que c'est en l'occurrence, c'est un incident technique qui s'est passé pendant ce spectacle-là, et donc ce qui a été relayé n'est pas vrai. Bon, j'espère que vous dites vrai, parce que sinon, j'imagine que ça va bouger. En tout cas, à notre connaissance. Ok. Vas-y, sur la suite, et j'enchaîne. Alors, vous l'avez dit, c'est des temps anciens et des temps sur lesquels il y a également des procédures et des temps qui ont marqué profondément. Et j'imagine que ça a dû marquer profondément la chaîne. Évidemment, je vais parler 5 minutes de l'affaire PPDA. Vous savez qu'on a reçu M. Namias ici, dans cette commission d'enquête, et on a quand même eu une interrogation assez forte sur cette idée que des policiers en 2005 aient pu venir, alors on ne sait pas exactement, faire une enquête, être reçus dans les locaux de la chaîne, dans votre immeuble à Boulogne, sans que personne ne visiblement était au courant. Sur ce sujet-là, sur lequel il y a une enquête en cours, et on va laisser plutôt les enquêteurs qui faire leur travail. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que ces faits graves qui ont, j'imagine, profondément interrogé la chaîne, est-ce que ça vous a fait évoluer justement sur vos procédures, sur la mise en place d'un certain nombre d'accompagnements? Est-ce qu'il y a eu en quelque sorte un avant et après révélation de PPDA, sachant qu'il y a quand même un vrai sujet sur PPDA, c'est on se continue à se poser la question de savoir comment, pendant si longtemps, tout ça a pu se faire en dehors des radars et en dehors de la prise de conscience de personnes. C'est un vrai sujet. On ne peut pas vous interroger précisément pour 2 raisons, c'est-à-dire que à peu près, peut-être Madame Laure Bézot était peut-être dans la maison, mais les autres, je crois que vous n'étiez pas salarié de la télévision. Et puis, on ne peut pas rentrer dans un niveau de détail trop important, étant donné que l'affaire est en cours et que bientôt il y aura des suites judiciaires. Mais juste sur l'idée quand même que du traumatisme que ça a pu avoir, parce que j'imagine qu'il y a encore des salariés, et beaucoup de salariés qui étaient dans cette chaîne à l'époque. Est-ce que vous avez mis, ne serait-ce que maintenant, des procédures pour accompagner, suite aux révélations qui sont arrivées de façon perlée, mais qui sont massives sur ces questions? Parce qu'on parle de plus de 60 victimes, hein. Donc c'est pas rien, quoi. On est quand même dans du sériel, quelque chose de sériel important. Et on doit dire quand même que la réponse de M. Namias nous a surpris quant à son ignorance totale du problème, quoi. Madame Burgu-Buru.
Je vais commencer, avant peut-être de passer la parole à Laure, qui était secrétaire générale de l'Info déjà à l'époque de la révélation des faits, peut-être commencer en ayant un mot très sincère pour les victimes. Évidemment, tout TF1 est, je pense, extrêmement affecté par l'association qu'il peut y avoir entre des lieux d'une telle gravité, comme des faits d'une telle gravité, comme monsieur le rapporteur vient de l'évoquer, et notre entreprise à laquelle nous sommes tous attachés. Et je crois qu'on s'est rencontrés plus récemment, ou pour ceux qui étaient déjà là à l'époque des faits, c'est de toute façon une difficulté, une blessure. Enfin, c'est quelque chose qui est effectivement difficile d'avoir cette association avec notre entreprise. Et donc, je vous remercie de nous donner aussi l'occasion de nous exprimer sur ce point. De nombreuses choses ont été faites au moment de la révélation, qui a été une révélation pour tout le monde au sein de l'entreprise. Je le redis parce que c'est de toute évidence ce qui s'est passé, mais sans doute une révélation aussi parce que, par un souci de concision, sans doute, monsieur le rapporteur, vous avez globalisé des faits qui ne sont pas de même nature, et que si certaines choses se savaient sur certains comportements, je pense très sincèrement pouvoir affirmer que personne ne se doutait de la gravité des faits potentiels en cause. Pour répondre, sinon plus précisément, à votre question de 2005 aussi, de la venue de policiers dans les locaux de TF1, nous avons appris l'existence de cette plainte qui a été classée sans suite par l'article du Monde qui est paru récemment. Nous n'avons pas plus d'informations, nous n'avons pas eu accès aux procès-verbaux d'audition, etc., dont le journaliste fait état. Audition qui apparemment n'a pas nécessairement eu lieu dans les locaux, mais il y aurait eu une visite, un transport dans les locaux de TF1. Très honnêtement, aussi surprenant que cela puisse paraître, en 2005, les mesures de sécurité n'étaient pas les mêmes, même s'il y avait déjà Vigipirate, mais c'était avant les attentats de la décennie suivante. Donc les mesures n'étaient pas les mêmes. Il est tout de même, il y a maintenant presque 20 ans, possible d'imaginer que ces policiers n'ont pas décliné leurs fonctions, avaient rendez-vous avec Patrick Poivre d'Arvor, que l'assistante peut-être était déjà dans le hall à les attendre, et que tout ça est passé, si vous me passez l'expression, sous les radars. C'est, je crois, l'explication la plus plausible, parce qu'il n'y a pas du tout de volonté de notre part, évidemment, a fortiori dans ce cadre, de cacher quoi que ce soit. Madame Bézot. Je vais d'abord répondre peut-être à votre question ou à votre peut-être remarque rapide. J'ai été salariée, moi, de LCI de 1995 à tout début janvier 2001. À l'époque, LCI était située rue Olivier de Serres dans le 15e arrondissement, donc pas dans les mêmes locaux que TF1. Certes, Patrick Poivre d'Arvor enregistrait une émission littéraire, mais personnellement, je ne le côtoyais pas. J'ai travaillé pour le magazine littéraire Vol de nuit de 1999 à 2001. J'étais à cette époque-là collaboratrice d'une société de production qui donc produisait ce magazine littéraire. J'étais reporter et en charge de la chronique multimédia et littérature. Une fois que je vous ai dit ça, je peux aussi vous dire que je n'ai pas été victime de PPDA. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de... Je ne sais pas si le terme compassion est le meilleur, mais pour les victimes aujourd'hui, en tout cas, je mesure leur détresse. Je peux vous dire en tous les cas que ça a décuplé ma volonté de faire en sorte que les collaboratrices et les collaborateurs travaillent dans un climat serein et de confiance. Voilà ce que je peux vous dire personnellement. Maintenant, sur les mesures que nous avons prises à direction de l'information du groupe TF1 suite aux révélations en 2021, comme je vous le disais très rapidement dans mon propos liminaire, je ne m'étendrai peut-être pas davantage d'ailleurs, on a surtout voulu dire à nos collaborateurs et à nos collaboratrices, dont certains et certaines étaient en effet déjà collaborateurs de TF1 à l'époque où Patrick Poivre d'Arvor était présentateur du JT, nous avons voulu leur dire que s'ils avaient des choses à dire, il y avait un certain nombre de personnes susceptibles de les entendre. Et que surtout, nous souhaitions mettre en place un climat et cultiver un climat de confiance, de tolérance zéro. Et nous sommes, avec le directeur de l'information, passés dans les services
et avons redit cette chose-là. Ça a généré des discussions dans les services. On n'était pas toujours présents pour les entendre, et notamment des discussions entre les collaborateurs présents à l'époque et les nouveaux collaborateurs, les plus jeunes d'entre eux. Alors jeunes, tout est relatif, mais en tous les cas plus jeunes que ceux qui étaient présents à l'époque dans les rédactions. Et ça a libéré la parole, ça a sans doute aussi libéré beaucoup de choses chez les collaborateurs qui étaient présents, de voir à quel point les temps avaient changé, puisque tous les gens qui les entouraient faisaient que les temps changent. Voilà, et c'est à cette époque-là, je le redis, où on a demandé à nos collaborateurs et nos collaboratrices s'ils acceptaient de prendre cette mission de référent. Donc on a eu 2 journalistes femmes qui ont accepté de prendre ce rôle de référente au plus près de leurs collègues de travail. Et évidemment, ça a complété le dispositif RH. Est-ce que vous avez pris des décisions très particulières au moment de la révélation en 2021 de la gravité des faits et puis de cet aspect cet aspect sériel? Est-ce que, par exemple, vous avez mis en place une commission d'enquête interne? Est-ce que vous avez mis en place des moyens d'écoute renforcés? Est-ce que, en réalité, vous avez eu un électrochoc? J'ai l'impression que ça a été un traumatisme, mais est-ce que vous avez mis les moyens qui sont, même si PPDA n'était plus salariés dans l'entreprise, en termes de protection des autres salariés, est-ce que vous avez eu toutes ces dispositifs? Parce que jusqu'à maintenant, on n'en a pas trop entendu parler, et c'est peut-être l'occasion pour vous de nous dire ce que vous avez fait à ce moment-là, parce qu'on entend sans arrêt TF1 n'a rien fait. Qu'avez-vous fait à ce moment-là, et est-ce que ça a changé la culture de l'entreprise sur cette question de la protection des personnes qui travaillent pour vous? Madame Burgu-Burru. Il y a plusieurs questions. Il faut remettre, je pense, les choses dans leur temporalité. Patrick Poivre d'Arvor a quitté TF1 en 2008. Révélation en 2021. Entre 2008 et 2021, alors, et MeToo intervenant plus généralement un peu avant. Il s'est passé des choses. Par exemple, la définition légale du harcèlement a évolué en 2012. Il y a des choses qui ont été mises en place au sein de l'entreprise avant les révélations, et donc sans lien avec les révélations, mais Valérie pourra en parler plus largement. Une ligne à l'autiscrime, par exemple, pour avoir un conseil juridique sur la qualification, et c'est justement un des nœuds peut-être aussi de cette situation, c'est qu'on ne qualifiait pas les choses comme elles le seraient en tout cas aujourd'hui. Donc il y a des choses qui étaient en place. Il y avait évidemment, comme dans toute entreprise, alors préexistante, on peut parler à son manager, on peut parler à son référent RH, on a un service médical sur place, il y a des syndicats, il y avait... Évidemment, c'est une grande entreprise, donc il y avait quand même plusieurs interlocuteurs éventuellement. Donc il y avait un programme de prévention un peu plus classique, si je peux m'exprimer ainsi, qui était déjà en train d'être déployé en amont des révélations. Pour répondre plus précisément à la question sur l'électrochoc, le tsunami 2021, et Laure pourra peut-être le redire mieux que moi. Je n'étais pas là, mais j'ai vu notamment par exemple un mail du directeur de l'information qui a adressé à tous les collaborateurs à ce moment-là, indiquant très précisément, en fonction de la situation dans laquelle l'employé se trouvait, s'il voulait témoigner de quelque chose, s'il avait besoin d'une aide psychologique, en détaillant, selon au moins 4 cas de figure différents, les bonnes personnes à contacter. Donc je crois qu'il y a vraiment des choses qui ont été faites. Pour répondre aussi précisément, monsieur le rapporteur, à votre question sur l'enquête interne, il a été décidé de ne pas faire une enquête interne pour la bonne raison de la temporalité dont on a parlé. Il y avait eu, je crois, 3 générations de directions qui se sont succédées entre-temps. Donc c'était un peu vain, et il semblait beaucoup plus important et essentiel d'en revanche rechercher s'il y avait éventuellement d'autres victimes, d'autres témoignages, que c'était sur ce point qu'on l'effort devait porter, et non pas sur une chasse aux sorcières qui n'avait pas lieu d'être, parce que les personnes, de toute façon, qui auraient pu s'exprimer ou être auditionnées, n'étaient plus là. Donc si on se regardait sur l'entreprise, sur les salariés, c'était plus sur les collaborateurs qu'il fallait faire peser le poids de notre responsabilité.
En complément, donc il y avait déjà un dispositif, mais évidemment en 2021, il a été complété. Il y a eu plusieurs opérations de communication, de sensibilisation dans les plénières auprès des collaborateurs de l'information, notamment alors t'étais là, moi pas, mais des interventions par des expertes, donc une experte en plénière auprès de l'ensemble des journalistes et des collaborateurs de l'information, mais ça a surtout été l'occasion de compléter. C'est à cette époque qu'on a nommé effectivement 2 référentes dédiées à l'info en complément des autres référents entreprises, CSE, etc. pour être plus proche du terrain, donc en complément en plus. C'est également en 2021 qu'on a rendu la formation en e-learning obligatoire pour l'ensemble des collaborateurs. Et je crois que ça, c'est une des spécificités. Dès 2021, cette formation a été déployée pour tous les collaborateurs. Et puis, je confirme ce qu'évoquait Julie. On a rappelé à l'ensemble des collaborateurs la mise à disposition d'une cellule d'écoute. Alors, certes, il y a Allo Discrim qui était déjà préexistant en termes de conseils juridiques, mais aussi une autre plateforme téléphonique d'accompagnement psychologique. Donc on avait le conseil juridique d'une part pour éclairer, pour les accompagner, pour les personnes qui avaient des interrogations, mais aussi une cellule d'écoute de telle manière à pouvoir les accompagner et les réorienter éventuellement sur tous les autres interlocuteurs que sont les RH, les représentants du personnel, le management, etc. Et juste pour compléter, après ce sera la fin de cette audition, mais avez-vous tiré les leçons de ce qui a pu se passer autour de PPDA sur la starification et du coup l'isolement ou l'impunité que ça pouvait générer à l'intérieur de votre groupe? Oui. Je veux bien tenter de répondre. Et d'ailleurs, je profiterai, je rebondirai peut-être aussi sur une de vos phrases, monsieur le rapporteur. Vous demandiez si ça avait accéléré le changement de culture d'entreprise, en tous les cas des rédactions. C'est sans doute certain. Avant de répondre à votre question sur la starification, ce qui est sans doute aussi certain, et c'est les échanges avec les collaborateurs qui nous ont permis de percevoir cela, d'une certaine peut-être passivité à l'époque des collaborateurs, qu'ils soient hommes ou femmes, qui n'auraient jamais pu imaginer que le comportement de Patrick Poivre d'Arvor pouvait mener à des agressions ou à des crimes sexuels. Seules les victimes le savaient. Aujourd'hui, on est dans un climat où chacun se sent responsable, donc sans doute moins passif. Heureusement, les discussions peuvent avoir lieu, elles ont lieu au sein des équipes. Les mentalités ont évolué de ce point de vue-là, les dispositifs ont évolué pour les éviter et puis pour les identifier aussi. Et donc cela a progressé. Sur l'aspect starification, la proximité de la direction de l'information avec les rédactions, les collaborateurs et donc toutes les équipes, celles qui font les JT au quotidien et qui rassemblent des millions de téléspectateurs tous les jours, ou les équipes qui font les antennes ou même les supports numériques. La proximité et le rappel en permanence que ce travail est un travail où on remet à zéro tous les jours son ouvrage, un travail où, certes, on présente devant des millions de téléspectateurs tous les soirs, mais on est dépendant du travail et de la bonne volonté de chaque membre de cette rédaction, 700 collaborateurs, je le répète, entre celui qui allume votre micro, celui qui vous éclaire, celui qui vous met un peu de poudre pour éviter de briller, et aussi, il n'y a pas de mais aussi, et aussi celui qui est sur le terrain, notamment dans des zones ou des pays où il faut avoir un certain courage et une responsabilité pour rapporter des images, raconter ce qui est en train de se passer. Et cette ambiance de travail se rappelle en permanence de ce qui est important. Ce qui est important, c'est le travail de chacun et la responsabilité de chacun, et que le présentateur ou celui qui passe à l'antenne ou celui qui a quelques galons
ou quelques étoiles sur son costume ou sur sa robe, tout ça n'est pas si important. Voilà. Et c'est, je pense, vraiment la culture que l'on essaye d'entretenir à TF1 aujourd'hui. Je ne sais pas si elle est différente de celle qui existait avant mon arrivée, mais en tous les cas, je peux témoigner que c'est la culture d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour ces réponses. Le rapport sortira au mois d'avril. Si d'ici là, il y a des choses, des compléments que vous voudriez apporter à cette audition, et on en a évoqué, qui concernent le secret des affaires, ou qui pourraient le concerner, vous pouvez nous les envoyer par écrit sur les parties que vous ne voulez pas voir diffusées. Merci de le mentionner. Si nous avons des questions complémentaires, nous nous réservons aussi la possibilité de vous réauditionner. Merci beaucoup pour le temps de cette audition et sans doute à très bientôt pour au moins la restitution du rapport.